Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus. Je crois qu'il y a une grande majorité d'enseignants-chercheurs et de chercheurs mathématiciens. Et donc, voilà, c'est une occasion, je dirais, un petit peu unique d'accueillir Arthur Avila ici et de célébrer, en fait, cette médaille Fields 2014. Alors, c'est un moment qui se veut tout à fait convivial, hein, même si je suis derrière un pupitre, mais c'est peut-être plus facile pour faire ce petit discours. Madame le maire, chère Marie-Christine, monsieur le président de la conférence des présidents d'université, cher Jean-Loup, chers collègues, chers étudiants, mesdames, messieurs, l'Union internationale de mathématiques a remis à Arthur Avila la médaille Fields 2014, qu'il a reçue il y a un peine à moins à Séoul lors du congrès international des mathématiciens. C'est une distinction très importante pour les mathématiques, c'est la plus haute distinction internationale, et souvent on la compare au Nobel pour les autres disciplines, puisqu'il n'y a pas de Nobel en mathématiques. Alors l'université Paris Diderot a souhaité célébrer cette récompense. Je remercie Arthur d'avoir accepté cette invitation et il descend de l'avion ce matin et donc il est en petit décalage horaire et a déjà rencontré plein de monde. Donc vraiment je le remercie du fond du cœur. Ça se veut un moment extrêmement convivial et non pas du tout formel. Donc j'espère que nous aurons l'occasion d'échanger à la fin de cette rencontre. Je fais rapidement un petit rappel du parcours extrêmement brillant d'Arthur. Il est né à Rio de Janeiro, il a fait tout son cursus universitaire à Rio de Janeiro. Et puis, à 16 ans, il reçoit la médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques à Toronto. Il finit son cursus du secondaire et rejoint l'Institut des mathématiques pures et appliquées de Rio de Janeiro. Il soutient sa thèse à l'âge de 21 ans en 2001. Il fait quelques allers-retours aux États-Unis, puis décide de venir faire son post-doctorat en France. Il rejoint alors le Collège de France, l'équipe de Jean-Christophe Yocose, qui était membre de son jury de thèse à Rio de Janeiro. Jean-Christophe Yocose, vous le savez, est lui-même médaille Fields 1994. Il fait donc son post-doctorat, obtient tout de suite un poste de maître de conférence associé au Collège de France, puis décide de passer le concours du CNRS. Il va s'y reprendre à 3 fois, il faut dire qu'il est quand même extrêmement jeune, et il sera nommé chargé de recherche au CNRS à l'âge de 24 ans et deviendra directeur de recherche du CNRS à l'âge de 28 ans. En 2009, il rejoint donc l'Institut des mathématiques de Jussieu Paris Rive-Gauche dans l'équipe géométrie, dynamique et géométrie sur le campus des Grands Moulins à Paris Diderot. Il partage son temps entre la France et le Brésil, puisqu'il est également chercheur associé à l'IMPA au Brésil, dans une unité mixte internationale du CNRS qui a été créée en 2006. Et donc, c'est là aussi, je dirais, la forte attractivité entre le Brésil et la France, puisqu'il y a ces unités mixtes internationales de recherche. Alors, je ne vais pas décrire les recherches d'Arthur, parce que d'abord, je ne suis pas mathématicienne, je vais faire des erreurs, j'en suis sûre. Et puis, les autres intervenants parleront très bien de son parcours scientifique. Je voudrais simplement dire qu'il a reçu la médaille Fields, et ça, c'est un point extrêmement important pour l'ensemble de ses recherches, alors qu'habituellement, la médaille Fields est attribuée pour une recherche dans un domaine exceptionnel, et que ses travaux dans les différents domaines des mathématiques fondamentales ont donné déjà lieu, il n'a que 35 ans, à 70 publications, à autant de conférences invitées et à déjà de très nombreuses distinctions, puisqu'il a eu la bourse du Clay Mathematics Institute. Recevoir la médaille Fields, c'est une récompense, c'est un grand honneur. C'est comme il l'a dit, je crois, un soulagement, puisqu'il avait déjà été, en 2010, approché pour cette médaille Fields. Et bien sûr, ça va lui conférer une très grande responsabilité. Il va être maintenant le porte-parole des mathématiciens. Et bien sûr, c'est là où il va jouer un rôle fondamental.
La médaille Fields donne une très forte visibilité à l'école de mathématiques française, mais également brésilienne, puisque Arthur est franco-brésilien et cette médaille Fields est bien sûr partagée entre la France et le Brésil. Il donne la première médaille Fields au Brésil, c'est un grand honneur je crois. Il donne la 12e médaille Fields à la France, et je rappelle qu'avec 12 médailles, la France est 2e rang mondial sur les médailles Fields en mathématiques, et que si on regarde sur les 10 dernières années, on passe au 1er rang mondial devant les États-Unis, et donc ça souligne effectivement fortement l'excellence de cette école mathématique française. Mais bien sûr, il n'est pas là que pour parler de l'excellence mathématique française, même si d'avoir rejoint finalement la France, le CNRS, est un point important pour cette excellence. Il est là aussi pour peut-être mettre en exergue les risques qu'on est capable déjà d'identifier, qui sont à moyen terme des menaces. Alors quels sont ces risques? Une baisse de l'attractivité de l'école mathématique française. Pourquoi? Parce que cette attractivité, elle est liée également au nombre de mathématiciens d'excellence, avec une concentration assez forte sur Paris et sa région. Et on en discutait ce midi, il y a clairement une diminution des emplois de chercheurs et d'enseignants-chercheurs, surtout dans la section 25 des mathématiques fondamentales, puisqu'on estimait que la baisse l'année dernière était évaluée à moins 25% en termes d'emplois d'enseignants-chercheurs. Et bien sûr, cette baisse d'emplois scientifiques est une menace. Elle est surtout une menace à la fois nationale, mais je pense aussi internationale, car ce qui est très attractif pour les mathématiciens de très haut niveau étrangers, c'est cette possibilité d'obtenir des postes chercheurs statutaires quelque part, qui leur permettent de faire pendant un certain nombre d'années 100% de leurs recherches sur leur temps dédié à la science. Les menaces, et ça intéresse peut-être un petit peu moins Arthur, mais les menaces sont aussi, à mon avis, très en amont sur le recrutement des mathématiciens et sur l'attractivité de la filière pour des jeunes étudiants. Et je suis heureuse qu'il y ait des étudiants en mathématiques ce soir, parce que cette filière reste quand même très peu attractive pour les lycéens, même si Isabelle Gallagher, directrice de l'UFR de mathématiques, disait qu'il y avait une augmentation cette année sur le nombre d'étudiants en mathématiques, mais il faut quand même s'en soucier, car cette baisse du nombre d'étudiants dans les filières universitaires de mathématiques, c'est aussi une baisse à moyen terme du nombre d'enseignants dans le secondaire, et on sait très bien les difficultés des rectorats à trouver des professeurs en mathématiques. Et c'est directement lié. Par ailleurs, il faut aussi souligner qu'dans les classes primaires, 90% des professeurs d'école sont issus des filières littéraires, et qu'il est extrêmement important pour donner l'envie d'étudier les mathématiques que ça se passe dans les plus jeunes classes quelque part, au plus jeune âge, et qu'il faut démystifier complètement cette vision des mathématiques un peu abstraite, difficile, et essayer d'initier ces jeunes enfants à ces carrières dans les mathématiques. Alors les mathématiques ont toujours associé la recherche et l'enseignement. Il faut regarder les médailles Fields. La majorité des médailles Fields ont été des chercheurs, notamment au CNRS, puis sont devenus des enseignants-chercheurs. Ils ont une responsabilité dans la transmission du savoir, une responsabilité dans la transmission de leur passion pour les jeunes étudiants. Et bien sûr, je suis sûre que d'avoir une médaille Fields parmi les chercheurs à l'Institut de mathématiques et à l'UFR de mathématiques, bien sûr, c'est un élément extrêmement attractif pour nos étudiants, puis surtout, ça peut faire naître des vocations, ou en tout cas les amplifier. La recherche en mathématiques fondamentales est parfois un peu vue en retrait par rapport à des mathématiques plus appliquées. En fait, il faut voir ça comme un continuum, c'est-à-dire ce qui est des mathématiques fondamentales aujourd'hui seront des mathématiques appliquées demain. Et il est très important de lier ces mathématiques fondamentales, en fait, aux nouvelles découvertes qui sont dans notre vie quotidienne, que ce soit les big data, le web, Internet. Tout ça est issu des mathématiques fondamentales. Et il faut absolument faire valoir cette capacité à innover auprès des entreprises
et de l'industrie. Je voudrais juste rappeler que les étudiants en mathématiques ne sont pratiquement pas touchés par le chômage, que quand on finit une filière universitaire en mathématiques, un quart d'entre eux vont rejoindre des carrières professionnelles en mathématiques et d'autres feront des choses totalement différentes. Et donc voilà, c'est une ouverture sur la société aussi extrêmement importante. L'attractivité de la discipline, susciter des vocations, mettre cette excellence au service de l'innovation sont évidemment des très gros défis. Et je pense qu'Arthur, à travers cette récompense, cette médaille Fields, saura promouvoir dans les différentes instances dans lesquelles il va être invité, dans les médias, ces différentes capacités qu'ont les mathématiques fondamentales. Je terminerai mon propos sur, bien sûr, le fait qu'Arthur est franco-brésilien et Paris Diderot se réjouit de ce lien qui existe entre la France et le Brésil. Nous avons un lien très ancien qui se situe sur un champ disciplinaire extrêmement vaste. Nous allons ouvrir, à travers Sorbonne Paris-Cité, une antenne au Brésil, à Sao Paulo, en février prochain. Et j'espère que Arthur pourra assister à cette ouverture et à cette cérémonie. Et puis j'espère que nous lirons encore des relations encore plus fortes, peut-être avec les mathématiques, qu'on n'a pas forcément de façon très institutionnalisée dans ce domaine avec le Brésil. Je souhaite encore féliciter Arthur pour cette récompense et j'espère que voilà, il sera attaché à promouvoir l'excellence mathématique française et brésilienne dans ses différentes interviews et contacts avec les médias. Merci beaucoup. Donc, Madame la maire, Madame la présidente, Monsieur le président, chers collègues, merci beaucoup pour votre discours et pour avoir rappelé le parcours d'Arthur. C'est évidemment pour nous, CNRS, un immense plaisir d'avoir une médaille Fields parmi nos chercheurs, nos directeurs de recherche, et que Patrice Le Calvez va vous présenter le laboratoire, l'IMJ PRG, et puis Raphaël Krikorian, un peu plus le parcours de mathématiques de Arthur. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à vous raconter? Je pourrais vous parler des mathématiques au CNRS, bien entendu. Donc, l'INSMI, donc l'Institut, vous pouvez le voir là complètement, donc National des sciences mathématiques et de leurs interactions du CNRS. C'est un institut qui est nouveau, il existe depuis 4 ans. Avant, on était avec les physiciens. Et donc, nous sommes aussi l'institut le plus petit du CNRS, donc 600 emplois. Donc, quand on compare avec d'autres instituts, nous ne sommes pas très grands, mais j'ai envie de dire que nous ne sommes pas déméritants pour autant, parce que, comme on dit, les mathématiques en France fonctionnent quand même pas si mal, et particulièrement au CNRS et dans les universités. Alors, Madame la Présidente, vous l'avez bien rappelé, la recherche en mathématiques est très universitaire en France. C'est un facteur 1 à 9, parce que quand je parle de 400 chercheurs, il faut le mettre en relation avec 3600 enseignants-chercheurs. Alors, c'est aussi une des spécificités de mathématiques en France, à savoir ce que les jeunes entrent au CNRS, ils restent quelques années, passent leur habilitation et deviennent professeurs des universités. C'est un parcours très fréquent, pas le parcours de tout le monde, donc par exemple pas le parcours de Arthur Avila, mais c'est normal, ça a été le mien et de beaucoup de mes collègues. Je pense que le moment où on rentre au CNRS en tant que jeune, c'est un moment très important parce que on a une liberté d'esprit qui s'ouvre dans la mesure où on n'est pas obligé de répondre à un appel d'offres par an comme il faut le faire quand on fait un postdoc après l'autre, et que cette ouverture est très importante. Je pense que c'est très important d'avoir l'esprit libre pour, quand on sort de la thèse, éventuellement 1 ou 2 années de postdoc, avoir la possibilité de faire de la recherche de base et de s'attaquer à des vrais problèmes, et pas uniquement à faire des papiers rapidement, mais plutôt à résoudre des questions difficiles.
Et je pense que ça, c'est une des capacités des jeunes chez nous, particulièrement en mathématiques, c'est qu'ils s'attaquent à des questions difficiles. Arthur Avila, en arrivant ici, donc il a eu la chance de faire un postdoc au Collège de France. C'est sûr qu'il était bien entouré. Et il s'est attaqué à de vraies questions, des vraies questions difficiles. Et je pense que ses contributions à la théorie des systèmes dynamiques sont vraiment très importantes. Et c'est clair que son idée d'utiliser la renormalisation comme il faut, enfin Raphaël va en entrer un peu plus dans le détail, c'était vraiment très très bonne. Alors, quand on parle des médailles Fields, il n'y a pas eu qu'une seule médaille Fields, il y en a eu 4. Donc, il y a eu une médaille Fields pour quelqu'un qui est né au Canada, mais qui est d'origine indienne, qui s'appelle Manjul Bhargava, qui est professeur à l'université de Princeton, et pour ses travaux en géométrie de nombres. Donc, c'est un domaine où on s'intéresse beaucoup aux solutions des équations diophantiennes. Un autre médaille Fields pour ses travaux en équation aux dérivées partielles stochastiques a été donné à quelqu'un qui s'appelle Martin Herrer, autrichien. Donc pour moi, en tant qu'autrichien, c'est un plaisir particulièrement intéressant, sachant que c'est la première médaille autrichienne et qui est actuellement, ou depuis longtemps d'ailleurs, professeur à l'université de Warwick. Et la dernière médaille de Fields a été donnée pour la première fois à une femme pour ses travaux sur le flot de Teichmüller, et c'est absolument fantastique. Donc voilà, peut-être un petit applaudissement pour Mariam Mirzakhani. Mariam Mirzakhani est iranienne de nationalité et elle est actuellement professeure à l'université de Stanford. Et ses travaux sur le flot de Teichmüller, j'ai déjà dit, lui ont valu la médaille Fields. Je pense que a été un moment très important à Séoul lors de la cérémonie des médailles que ce monde un peu masculin des médailles Fields ont été un tout peu plus féminisés. Peut-être une remarque supplémentaire sur elle, c'est que quand on regarde un tout petit peu après la discussion, la presse que vous avez vue, bon, on a vu la presse en France, on a vu des interviews dans Le Monde, on a vu une interview dans Gala, même des maths et les bras, je crois que c'était ça le titre pour Arthur. Pour elle, c'est différent. C'est le président de la République islamiste d'Iran a fait un tweet, et dans le tweet, il a montré une photo de Mariam Mirzakhani sans le voile obligatoire. Et ce tweet-là a été très très critiqué en Iran, tout simplement parce que ça ne se fait pas. Mais comme c'était comme le président, je pense que ça a été un signe très fort aussi pour l'encouragement des chercheurs en Iran. Voilà, donc peut-être une dernière remarque et je vais donner la parole aux autres. Pas oublier qu'il n'y a pas que les médailles Fields dans un congrès, il y a aussi les conférenciers. Et nous avons eu 38 conférenciers sur 200, donc c'est à peu près un cinquième de l'école française. Ça aussi, c'est absolument exceptionnel. On n'a jamais eu autant de personnes de l'école française qui ont été représentées dans une conférence internationale de type ICM. Je pense c'est aussi un signe de la vitalité de la recherche mathématique en France. Et quand on regarde parmi ces chercheurs-là, 22 sont passés par le CNRS à un moment donné. C'est un nombre tout à fait exceptionnel. Et donc je pense qu'on a encore de belles années devant nous et c'est à nous ensemble, enfin avec les collègues qui sont là, de le réaliser. Merci. Bon, alors c'est pour moi un honneur et un plaisir d'être ici, parce qu'Arthur compte parmi les 4 lauréats de la médaille Fields attribuée à Séoul. Alors c'est un honneur parce que je suis
directeur du laboratoire dans lequel Arthur travaille, et un plaisir parce que je suis dynamicien et un collègue. Et donc, les travaux d'Arthur, je les connais en tout cas un peu, je les ai entendus, il nous a souvent exposés dans les séminaires. C'est Raphaël qui va faire le job de nous expliquer les travaux d'Arthur. C'est Christophe qui l'a dit, le chef l'a dit. Alors, depuis le 13 août, j'ai été plusieurs fois contacté par des organes de presse. Alors, une question qui revenait souvent, c'est qu'est-ce que cette médaille va apporter à Arthur, va changer à Arthur? Et la réponse qui me semblait évidente, c'est rien, j'espère, en tout cas le moins possible. Parce qu'Arthur est quelqu'un d'extrêmement agréable et facilement accessible. Et professionnellement, ça se traduit par un grand coup de l'échange. Et en fait, quand on voit sa liste de co-auteurs, on n'est pas surpris, effectivement. Alors, comme Arthur est dynamicien, j'ai envie de dire quelques mots un peu sur les systèmes dynamiques à Paris Diderot. Alors, j'ai personnellement un lien très fort avec cette université, parce que j'ai fait une partie de mes études, j'ai fait ma thèse avec Michel Herman, qui est quelqu'un dont il me semble important de citer le nom aujourd'hui. En effet, Michel a été à la pointe de l'évolution des systèmes dynamiques. Il a créé un séminaire qui est toujours actuel. C'est un séminaire particulier où il y a beaucoup de temps pour expliquer, beaucoup de temps pour l'échange, et Arthur y a participé de nombreuses fois. Alors il fut un des fondateurs de l'équipe géométrie et dynamique à laquelle appartient Arthur. Et puis enfin, c'est quelqu'un qui avait un lien particulier avec l'INPA à Rio. Il s'y plaisait et il y envoyait presque tous ses étudiants y faire un tour. Alors après, il n'y a pas de surprise de voir que c'est au Collège de France, avec Jean-Christophe Riocos, qu'Arthur soit venu faire son postdoctorat, juste après sa thèse. On n'est pas très surpris de voir non plus parmi les collaborateurs d'Arthur des élèves d'Hermann. Alors, notre laboratoire, j'ai parlé... Alors, ce postdoc au Collège de France, c'est typiquement le début de l'aventure française d'Arthur. Alors, notre laboratoire s'inscrit dans une dimension internationale. Dans sa composition, nous avons beaucoup de collègues étrangers qui sont venus et le phénomène s'amplifie ces dernières années, que ce soit parmi nos recrutés CNRS ou que ce soit nos enseignants-chercheurs. De plus, nous comptons maintenant beaucoup plus de post-doc qu'avant, qui font une grosse partie, qui constituent maintenant une grosse part du laboratoire. Et je voudrais à ce moment-là citer l'action très positive de la Fondation Sciences Mathématiques de Paris à ce sujet. Alors, si les laboratoires parisiens attirent les étudiants, les étrangers brillants, il y a des raisons. Une raison, c'est effectivement la très haute qualité des mathématiques en France, que ce soit tous les sujets, pratiquement tous les sujets sont couverts et toujours de très haute qualité. Alors à Paris, on bénéficie effectivement de ça et du grand nombre de laboratoires qui permettent des collaborations importantes, vitales pour les mathématiciens à travers les séminaires, les nombreux groupes de travail et liens d'échange. Alors je pense qu'il n'existe pas d'endroit au monde où l'activité mathématique soit aussi riche que Paris. Alors, bien sûr, on a envie de maintenir ce rayonnement international et il y a des menaces. Mme Clerici nous a parlé de menaces, effectivement. Alors, quelques-unes. D'abord, beaucoup d'actions scientifiques sont menées aujourd'hui dans lesquelles les mathématiciens, en tout cas les mathématiciens fondamentaux, ne se retrouvent peu. La recherche n'échappe pas à la fragmentation en projets avec des indicateurs et des critères qui ne conviennent pas toujours aux mathématiques fondamentales. Un deuxième point, c'est les problèmes politiques ne doivent pas influer sur l'activité scientifique. Je veux dire, dans notre institut, l'Institut de mathématiques de Jussieu Paris-Rive-Gauche, est une UMR avec 2 tutelles universitaires, l'Université Paris Diderot, l'Université Pierre et Marie Curie, qui appartiennent à 2 presses maintenant communes différentes. On sommes très attachés, en fait, en mathématiciens fondamentaux, à rester ensemble. Et enfin, le problème le plus important, le problème qui a été évoqué, c'est à la fois le manque
les problèmes des postes, hein, c'est-à-dire les problèmes budgétaires de nos tutelles, d'une part, et le fait qu'on va arriver dans une zone de peu de départ à la retraite à l'université, est une menace. J'en discutais avec un collègue physicien que j'ai vu la semaine dernière, et il semblait beaucoup moins pessimiste. Et en fait, j'ai compris que dans son labo, plus de la moitié des gens étaient chercheurs CNRS. En mathématiques, ce n'est pas du tout le cas. La plupart, le CNRS est évidemment fondamental, et Arthur en est une preuve, mais la plupart de nos chercheurs, une grande partie, sont enseignants-chercheurs. Pour nous, recruter des maîtres de conférences, recruter des professeurs est vital pour le développement des laboratoires. Donc, pour conclure, en fait, j'aimerais mieux m'adresser à Mme Clerici, je m'adresserai dans les mêmes termes à votre collègue Jean Chambaz. Faites confiance aux mathématiciens, faites-nous confiance, et vous avez le fait que nous soyons en train de fêter Arthur là est une confirmation que vous pouvez avoir confiance. Bonjour Madame le maire, Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, Messieurs les Directeurs, mes chers collègues. Donc c'est un grand honneur, hein, comme dit Patrice, un grand honneur et un grand plaisir d'être ici pour parler d'Arthur. Donc on m'a demandé de parler d'Arthur en tant que mathématicien et en tant qu'homme. Donc alors comme tout le monde, enfin, on va dire mathématicien, hein. Donc, Arthur, comme vous le savez, donc, est né à Rio, il a 35 ans. Il est arrivé à Paris en 2001, au Collège de France, à l'initiative de Jean-Christophe Fiocoz. À l'époque, je pense qu'il venait d'obtenir son doctorat avec Wellington de Mello, en dynamique unidimensionnelle, donc à l'IMPA, hein, ce grand institut mathématique de Rio de Janeiro, du Brésil en général. Donc c'est un endroit merveilleux. Tous ceux qui y sont allés en gardent un souvenir impérissable. Donc oui, donc Arthur en 2001 est arrivé en France, et moi j'ai dû le rencontrer en 2001 certainement, mais plus particulièrement en 2002. Parce qu'en novembre 2002, on avait organisé un colloque en hommage à la mémoire de Michel Hermann. Donc Michel Hermann, hein, qui, comme Patrice l'a rappelé, était un mathématicien exceptionnel, un très grand dynamicien. C'est celui qui a recréé, je dirais, l'école de dynamique en France dans les années 70 et qui a eu des élèves remarquables, en particulier Jean-Christophe, Patrice. Donc Jean-Christophe Fiocoz, Patrice Le Calvez. Donc on organisait ce colloque et puis je devais donner une conférence, je pense, sur des théorèmes de rigidité différenciable pour des cocycles. Donc j'avais des résultats assez partiels à l'époque qui utilisaient un peu la renormalisation des cocycles. Et puis à la fin de la conférence, donc ce jeune homme de 23 ans est venu me voir pour me dire si on ne pouvait pas aller plus loin, si on ne pouvait pas démontrer un théorème... une dichotomie presque sûre essentiellement entre réductibilité ou positivité des exposants de Lyapunov. Ce sont des mots, hein, mais enfin c'est... Et donc je lui dis oui, bien sûr que j'étais très intéressé par ça, que j'y avais pas mal réfléchi. Et puis on a commencé à travailler ensemble. Je pense qu'on a eu le premier argument important en janvier, et je dirais qu'en mars, essentiellement, on avait résolu la conjecture d'Aubry-André, peut-être un peu plus tard, mais... Enfin, je me rappelle parce que c'est la naissance de ma fille, donc en mars 2003. Voilà. Et puis, voilà, donc quelques mois plus tard, je pense que Giovanni Forni est venu en France. Il a été recruté prof à Orsay. Alors, je ne sais pas si c'était en 2003 peut-être. Oui. Et je pense qu'Arthur est allé aussi... Alors là, je ne connais pas l'histoire, évidemment, c'est Giovanni qui le dirait mieux que moi. Mais enfin, donc, je pense qu'Arthur a aussi discuté avec Giovanni. Giovanni avait écrit ce très bel article paru dans l'Annals of Math sur le Flottech-Müller, hein, essentiellement, on va dire ça, et le cocycle de Kontsevich-Zorich. Et quelques mois plus tard, je pense, ils ont obtenu avec Arthur ce magnifique résultat sur le mélange presque faible
le mélange faible, presque sûr, des échanges d'intervalles. Hein. Voilà, donc si je mentionne ces deux exemples, c'est simplement pour dire qu'Arthur, c'est quelqu'un qui aime discuter avec les gens, qui a aussi une sorte d'intuition pour les problèmes qui sont mûrs, qui peuvent donner quelque chose. Et donc, il suffit de voir le nombre de collaborateurs qu'il a eu pour voir que ce schéma s'est répété assez souvent et a donné lieu à des résultats tous plus magnifiques les uns que les autres. Alors, au passage, d'ailleurs, on pourrait penser que Arthur est un problem solver. C'est pas seulement ça. Hein. C'est pas non plus quelqu'un qui s'attaque à un problème comme ça et qui se dit tiens, je vais essayer de le démontrer. Bon, même si ça doit jouer, même si ça a quand même une certaine réalité, mais c'est pas seulement un problem solver, c'est aussi quelqu'un qui a une vision conceptuelle des choses profonde. Hein. En particulier, moi je suis très impressionné par ses derniers travaux qu'il a réalisés sur les opérateurs de Schrödinger quasi-périodiques. C'est un travail qui lui a demandé, je pense, beaucoup de temps, et là il a travaillé en solitaire. Hein. Donc il y a quand même ces deux aspects. Donc c'est quelqu'un qui aime beaucoup travailler avec les gens, qui est une sorte d'amplificateur d'idées, et en même temps quelqu'un qui a une pensée très, très profonde. Hein. Il a une intuition remarquable, il a un sens géométrique des choses très, très, très fort. Hein, donc, c'est ce qui lui permet d'aller au-delà de ce que font ou faisaient les autres auparavant. Hein, donc ça, c'est quelque chose qui est assez caractéristique, qui est caractéristique des grands mathématiciens. Enfin, chez Arthur, on le voit bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc, essentiellement, voilà, c'est donc quelqu'un qui a cette intuition très profonde, donc de nature géométrique. Voilà. Bon, je pourrais décrire les travaux d'Arthur. Alors, je vais peut-être pas. Donc voilà, là, j'ai un peu rappelé l'historique, hein, essentiellement, enfin, de ma rencontre avec Arthur. Je vais simplement mentionner voilà, donc, les grands thèmes de recherche sur lesquels il travaille, hein, pour que ce soit dit quand même. Donc, il travaille en système dynamique. C'est un grand spécialiste de la dynamique unidimensionnelle. C'est un grand spécialiste de tout, donc je vais peut-être éviter de le répéter. Donc, c'est un spécialiste de la dynamique unidimensionnelle, des opérateurs et des cocycles de Schrödinger quasi-périodiques, des flots de Teichmüller et de la dynamique conservative. Donc c'est quand même assez rare de voir quelqu'un qui maîtrise 4 grands domaines des systèmes dynamiques. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà, donc je pense que je vais arrêter là. Je veux simplement mentionner faire la remarque suivante. Donc, tous les 4 ans, donc, les mathématiques cherchent le gendre idéal. Il est ici. Hein, voilà. Je vous remercie. Merci à tous, je trouve que c'était un très beau portrait. Peut-être, je pense qu'un moment d'échange serait intéressant avec la salle, notamment s'il y a des étudiants, mais d'autres aussi, hein, mais des étudiants qui veulent échanger avec Arthur, je pense que ce serait un moment intéressant. Bonjour, oui. Je voulais vous demander ce qui vous a convaincu de venir travailler en France alors que vous étiez encore jeune et que vous aviez un choix, immense de pays. Pourquoi est-ce que depuis le Brésil, vous avez décidé que le français serait votre langue de recherche et l'école mathématique française serait votre choix pour les années à venir? Quand je suis venu en France, je n'ai pas fait beaucoup de plans. En effet, je fais un séjour en Europe et j'ai décidé j'étais vers la fin de mon doctorat. J'ai décidé que j'allais chercher quelque chose en France. J'ai regardé les possibilités et je connaissais pas. Je savais qu'il y avait Jean-Christophe, par exemple, parce qu'on s'est rencontrés déjà au Brésil quelques fois. Donc, je regardais un peu les possibilités qu'il y avait, parce que je voulais rester là.
Et d'abord, je voulais venir ici. Donc, j'ai essayé des postdocs, j'ai essayé les CNRS. Mais donc, c'est un peu par hasard que je suis venu parce que je connaissais très peu de ce qu'il y avait après, que ça pourrait se passer après l'IMPA. Pendant que je faisais le doctorat, je n'étais pas très préoccupé avec le futur, j'étais préoccupé avec ma thèse uniquement. Et donc, je suis venu, j'étais bien accueilli. Mais là, c'est le plus intéressant pourquoi j'ai resté tellement longtemps. C'est comme était décrit par Raphaël. J'ai commencé à rencontrer des gens ici, naturellement, dans les séminaires et dans les conférences que ça faisait à Paris. Et j'ai commencé à avoir des liens très étroits avec les mathématiques qui se faisaient ici. Donc, ce sont des domaines des systèmes dynamiques que je ne connaissais pas pendant que j'étais au Brésil. Et j'ai commencé à travailler là, sur ces domaines, parce que j'étais en contact avec des gens dans plusieurs directions, mais qui sont là. Donc, et c'est à cause de ces gens-là que j'ai décidé de rester et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Ma question est liée un peu à la première. Je voulais savoir dans quelle langue vous pensez. Ça dépend où ça change, ça selon l'interlocuteur ou l'occasion. Quelquefois, c'est un peu difficile de changer d'un à l'autre, mais si je suis déjà en France depuis un certain temps, ça ne pose pas de problème de faire en français, mais c'est la même chose avec l'anglais ou le portugais sont les langues que je peux parler. Mais ça a pris un peu de temps, ça a pris plus d'1 an pour que je commence à développer. J'étais très timide pour commencer les conversations auparavant. Bon, alors, quelqu'un m'a dit qu'en fait, toi, Arthur, tu es la première personne à recevoir la médaille Fields après avoir été formé intégralement en dehors de l'Europe et des États-Unis, parce que tu as fait toute ta formation au Brésil. Donc, déjà, je voudrais... si quelqu'un dans les panels sait si c'est vrai, si vous pouvez me le dire. Et puis, à votre avis, est-ce que ça aura un impact quel impact ça aura dans les milieux de la recherche dans les pays en développement, dans les pays, en général dans les pays en dehors de l'Europe et des États-Unis? Merci. Oui, le Japon et Israël. Donc, ouais. Mais le Japon, oui, depuis 1954, oui, mais de toute façon, au Brésil, ils ont essayé de préciser ça en disant au sud de l'Équateur, c'est une ligne... Et voilà, je crois que c'est important, par exemple pour le Brésil, pour savoir qu'on peut faire quand même, qui s'est déjà développé les maths dans certains grands centres et depuis des années. Évidemment, c'est pas quelque chose qui a commencé maintenant, mais déjà il y a des décennies. À l'IMPA, par exemple, on produit des maths de très grande qualité. On a les meilleurs échanges avec internationaux. C'est pas quelque chose, visiblement, c'est pas pareil. Donc, on a, disons, à l'IMPA, ils ont obligé de travailler sur certains sous-domaines bien focalisés pour pouvoir avoir une excellence avec des nombres de chercheurs bien moins importants qu'on a là. Donc, il y a des caractéristiques différentes. Mais on arrive à faire une éducation, même au niveau doctoral. Et c'est bien que les gens savent ça, parce qu'on voit souvent pourquoi un Brésilien considérerait de faire une carrière mathématique. On peut d'abord ne pas savoir qu'il existe des mathématiques, parce qu'il n'y a pas de tradition. Est-ce qu'il y a de la recherche en mathématiques? Ce n'est pas une question dont la réponse est évidente pour tout le monde. Et deuxièmement, savoir que c'est possible. Sans sortir du Brésil, de faire les études. Évidemment, à un certain moment, c'est désirable que les gens font des échanges internationaux de n'importe quel pays. Même si on fait en France, on pourrait imaginer de passer un postdoc ailleurs un certain temps. Ça c'est pas mauvais. Donc, mon parcours, c'est raisonnable de ce côté-là. Ça pourrait se produire si j'étais né en France, ou aux États-Unis ou ailleurs. Et donc, ça passe aux jeunes Brésiliens, pas juste pour les maths, mais pour les sciences en général. Je crois que la carrière scientifique, c'est quelque chose qu'on peut considérer. J'ajoute une mini-remarque. Quand on regarde les 4 médaillés, aucun de ces 4 ne travaille dans leur pays d'origine.
Donc c'est la première fois que ça arrive. Donc je pense que c'est un signe de la très grande internationalisation des mathématiques qui s'est en quelque sorte clarifiée. Là, je veux dire, les gens bougent, les personnes ne restent pas forcément dans le pays où ils sont nés. Et que ça va aussi dans les deux sens. Je pense qu'il va aussi y avoir un retour au Brésil, etc. Et n'oublions pas que le prochain congrès international est à Rio de Janeiro. Bon, je vais poser une question historique. Chacun sait qu'il y a eu une époque où il y a eu un certain nombre de Français, parmi les plus brillants, dans les années 50, qui sont allés au Brésil. C'était à Limpa, je crois. Est-ce qu'il y a encore des traces de ça? Je crois que c'était pas à Limpa, je crois que c'était plutôt à São Paulo. Ah oui, non, c'était à São Paulo, pardon, c'est pas à São Paulo, excusez-moi. Oui. C'est quelque chose que c'est assez intéressant comme question parce qu'on ne voit pas beaucoup de traces de ces moments-là. C'est quelque chose qui n'était pas, je crois, qui n'était pas suffisamment développé pour qu'il puisse laisser des traces dans ces moments. Donc c'est quelque chose qui dit bien de ce qui s'est passé à Limpa, qui quand les gens sont venus aux années 70, etc., ça a eu vraiment un effet bien différent. Les passages de Schwartz, Grothendieck et Weil, je crois. Oui, Weil. N'ont pas donné lieu à une école mathématique à ce moment-là. Bon, il faut que ça soit prêt pour cela, c'est pas juste que les gens viennent. Moi, j'ai peut-être une petite question, mais qui est un peu provocatrice. On parle souvent dans les articles sur l'excellence mathématique française du rôle des grandes écoles françaises, donc l'ENS, Polytechnique. En fait, vous démontrez qu'avec un cursus purement universitaire, on est capable aussi de faire émerger des mathématiciens d'excellence. Est-ce que vous avez une opinion, alors c'est peut-être un regard un peu éloigné, mais est-ce que vous avez une opinion sur effectivement ce débat qui agite un petit peu la France de façon régulière sur la disparition des grandes écoles et le rôle dans l'université? Est-ce que vous avez une vision de ça? Je ne suis pas très proche de l'enseignement au niveau licence ou un peu avant, mais on a discuté même au déjeuner. Quelque chose que je vois bien, c'est que les rôles, par exemple, des Olympiades de maths, qui jouent un rôle très important pour découvrir des jeunes talents à l'étranger, ce n'est pas les mêmes en France. Et je crois qu'il est un peu remplacé par les systèmes d'école prépa. Ça joue un rôle qui amène les gens à voir des maths à un certain bon moment initial, des maths intéressantes. Donc je ne comprends pas très bien, mais pour moi, c'est assez clair que ça joue un rôle. Comment ça se fait, etc. On devrait demander à quelqu'un qui a passé par ces systèmes. Mais donc je vois comme qui c'est assez positif. C'est une partie des raisons du succès en France, sûrement. Mais il faut voir que je reconnais qu'en parlant avec mes collègues qu'il y a un peu de peur que les systèmes se développent vers quelque chose de très élitisé. Bon, c'est normal que ça soit élitisé du point de vue de la qualité du mérite des gens qui vont faire partie, mais plutôt ça rentre dans un système par les façons dont on peut rentrer dans une des grandes écoles. On voit en ces moments moins d'ascension sociale, disons, donc ça devient quelque chose plus de reproduction de l'élite économique qui est déjà établie. Évidemment, si ça commence à gagner cette caractéristique, ça devient... ça veut dire qu'on perd la possibilité d'attirer des talents qui existent. Je sais qu'auparavant, ce n'était pas comme ça, parce que je reconnais beaucoup d'un de mes collègues... en particulier plus âgés, parce que j'ai plus de contact avec eux, des gens qui sont issus pas des milieux déjà un peu comme moi, parce que mes parents n'étaient pas des scientifiques, ils n'étaient pas de conditions économiques particulièrement excellentes. Donc ces conditions si ça change, alors il faut repenser ces systèmes.
Mais l'existence de quelque chose, de très grandes écoles qui donnent une éducation particulière, je ne pourrais pas me mettre complètement compte, parce que l'INPA aussi, on dirait que ce n'est pas du tout les mêmes systèmes, mais ils essayent de repérer les gens. Et là, c'est libre parce qu'il n'y a pas un concours d'entrée, on les laisse tous, etc. Mais c'est un système c'est pas lié à l'université, même avant l'université, quelquefois. Donc l'existence, c'est bien, mais sûrement, ce n'est pas nécessaire d'aller de faire une grande école pour avoir du succès. Mais si le système est fait de façon que les gens vont être préférentiellement recrutés là-bas, ça va un peu biaiser après, quand on va regarder les noms à la fin, d'où ils viennent. Ceci dit, j'ai connais de très bons matheux, des collaborateurs et tout, qui sont issus aussi de l'université. Donc, je vais juste faire une micro-remarque là, que ça fait partie de la richesse donc, du système français d'avoir cette interaction des universités, des écoles. Et on a parlé là de Michel Hermann, qui était polytechnicien. C'est une des générations où effectivement il y a eu beaucoup de mathématiciens venant de l'école polytechnique. Et Jean-Christophe Yocos, c'est un beau exemple aussi de l'école normale en mathématiques. Est-ce que tu connais le contenu un peu le contenu des programmes de mathématiques des collèges et des lycées en France? Pourquoi vous riez? Et si oui, est-ce que tu peux le comparer à celui du Brésil et nous donner éventuellement une opinion là-dessus? Je connais déjà mal celui du Brésil, même si je suis passé par là. J'ai dit que pour moi, les parcours étaient essentiellement, à un certain moment, j'ai commencé à faire des Olympiades de maths. Et donc, c'était plus ce qu'ils m'ont enseigné au lycée ou même avant qui m'intéressait, qui m'a aidé à prendre contact avec les maths pour la suite. Donc, est-ce qu'il y a un programme national de mathématiques au Brésil? Il y a quelque chose que... Bon, là-bas, il y a un examen, c'est fait en fonction. Le lycée, au Brésil, l'équivalent de lycée, c'est fait essentiellement en fonction des examens de sortie du lycée. Comme ici, il y a le baccalauréat, là-bas, il y a l'examen national. Et en fonction de cet examen, évidemment, il faut avoir un programme parce que l'objectif, c'est la réussite. C'est ça qui détermine finalement les contenus qui vont être privilégiés plus que n'importe quoi d'autre. Donc, et là-bas, c'est très faible, je devrais dire, la qualité de l'enseignement à ce niveau-là. Je crois qu'on touche... je ne pourrais pas comparer en France parce que je n'ai pas passé par là. J'ai une question sur plutôt la vulgarisation des maths pour le public. On sait que les mathématiques perçues par le public est très très différent que les mathématiques qu'on fait. Par exemple, pour tous les quatre lauréats Metaphys, les maths qui sont faits, que vous avez fait, sont très très abstraits, très très incompréhensibles pour le public, et il n'y a pas vraiment une façon facile de faire comprendre le public qu'est-ce que vous avez fait, et qu'est-ce que vous en pensez sur cette question-là? Comment vous, par exemple, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de communiquer votre travail au public, etc. Et comment, par exemple? On est à un moment où disons, même pour communiquer des mathématiciens professionnels, c'est déjà difficile s'ils ne sont pas exactement dans notre domaine. Donc, on dirait que les efforts qui doivent être faits pour passer les infos ne sont pas évidents de faire comprendre à quelqu'un qui travaille dans l'analyse et qui font les gens qui travaillent en algèbre et vice-versa ce qui se passe, ou même dans des domaines plus proches. Donc, communiquer exactement ce qui se passe dans les maths des pointes, ce que fait la recherche, c'est peut-être pas un objectif qu'on doit chercher, je ne sais pas, peut-être réaliste, mais communiquer de façon plus générale, peut-être il faut se centrer pour que les gens savent
qu'il y a des maths intéressantes. Donc en général, quand je parle de systèmes dynamiques, j'ai eu l'occasion quelquefois, je reviens sur des choses plus de base, sur qu'il y a la théorie des systèmes chaotiques, ou essayer d'expliquer ça, c'est pas un concept mathématique, mais ça évoque des choses aux gens. Donc ce sont des choses qui vont plutôt qu'on connaît déjà depuis des décennies, donc on parle pas, mais qui sont plus faciles à communiquer. Et essayer de passer des concepts parce que souvent l'émergence de phénomènes chaotiques à partir des lois assez simples, c'est pas quelque chose d'évident. Et ça, on peut faire passer donc des trucs de Lorentz, dire qu'il y a déjà des problèmes assez compliqués liés aux lois de Newton dans un système planétaire. Donc on peut parler de ça, même si évidemment discuter les dernières choses qui se passent dans la mécanique céleste, c'est un peu impossible tellement que... Mais voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est pas l'objectif de décrire ce qui vient d'être fait et qui a été présenté au Congrès international qu'il faut chercher à faire. Donc s'il n'y a plus de questions, peut-être je vais donner la parole pour finir à Arthur, voilà, qui a peut-être un petit message à faire passer. Simplement, je voulais lui dire, quand même, je voulais lui dire que les systèmes dynamiques et le chaos, ça va même jusqu'en biologie, puisque dans le système respiratoire, qui est un système dynamique, on étudie énormément le chaos, de même que dans le système cardiaque. Et donc voilà, c'est des notions qui passent des bases fondamentales qu'on n'a pas, hein, ça je suis sûre, mais du coup qui vont même dans des disciplines à l'interface et de façon extrêmement importante. Voilà, tu dis peut-être quelques mots pour finir, et puis après on te laisse. Bon, je m'excuse parce que je n'ai pas préparé, personne ne m'avait dit que je devais dire quelque chose. Non, mais c'est juste, je dois d'abord vous remercier d'être venu, les questions que tu as posées pertinentes. Et juste, je dois remercier de façon plus générale l'accueil que j'ai eu pendant tout mon séjour en France, ma vie académique ici, et particulièrement à l'IMJ, à PRG, qui me traite de façon... je ne peux pas décrire parce que je ne suis pas forcément les plus simples à gérer. Et ils font des efforts quand même, donc merci bien pour tout ça. Merci à vous tous. Il ne veut pas parler non plus. Je voudrais juste profiter de cette réunion aussi pour féliciter Michel Artix, qui a reçu la médaille Klein 2013 et qui a encore une récompense pour les mathématiques et qui est présente ce soir. Donc voilà, je pense que c'est important aussi de le faire.